Hello à tous. Alors, il est midi, bah écoutez, on va démarrer le live. Juste niveau setup, je sais pas trop. Faudrait juste que quelqu'un me dise si vous m'entendez bien en termes de son. J'ai pas mon matos habituel, donc j'ai pas de retour. Et puis voilà, à partir du moment où vous m'entendez bien, on va pouvoir peut-être démarrer. Sur les questions, passez plutôt par le. Ok, c'est cool pour le son. Bon, bah parfait. Sur les questions, passez plutôt par le Discord. Après, vous pouvez aussi passer par la chaîne YouTube, mais je pense que c'est mieux sur le Discord parce que, en gros, ça laisse une trace un peu plus, enfin, en gros, à tout le monde, à ceux qui ont peut-être pas l'occasion de voir la vidéo maintenant en live, et vous risquez de poser des questions qui pourront en intéresser d'autres. Donc, avant de commencer, juste pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Nahir, je suis du coup développeur depuis à peu près 8 ans. Je suis full autodidacte. Donc c'est à la fois, je pense, une force et aussi une faiblesse. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me permet, je pense, comme j'ai appris vraiment tout seul en prenant des vidéos sur YouTube, sur Udemy, en essayant de faire des projets comme ça un peu from scratch et en me cassant les dents un peu sur des technos. Ça m'a permis en général d'avoir une courbe d'apprentissage assez proche de ce que vous pouvez vous rencontrer comme problématique. Et en général, les questions que vous posez, je me les ai déjà posées avant. Donc ça, je suis assez pertinent sur, du coup, retransmettre un petit peu les bons tricks ou les bonnes pratiques d'apprentissage, surtout quand on va apprendre tout seul et, euh, et en e-learning ou en tout cas en autodidacte. À l'inverse, il y a parfois certaines notions, alors de moins en moins avec l'expérience, mais quand même, certaines notions de base que j'ignore totalement parce que je suis pas passé par une école d'ingé ou d'informatique ou peu importe, et ça me permet pas, et donc du coup j'ai peut-être zappé un, un point important. Voilà. Donc, parfois j'aurais pas toujours les réponses à toutes vos questions, parfois même des trucs basiques je pourrais les ignorer, mais dans l'ensemble je maîtrise bien mon sujet, surtout quand il s'agit de JavaScript et encore plus de Vue.js ou même de Firebase d'ailleurs. Sur ces deux technos, si vous les connaissez pas, donc Vue.js, je vais vous mettre l'écran là, ça va être plus sympa. Donc Vue.js c'est un framework JavaScript. Alors il fait partie du top 3 aujourd'hui avec React et Angular, qui a la particularité de ne pas être soutenu par une grande entreprise comme Google côté Angular ou Facebook côté React, mais plutôt par donc un développeur qui s'appelle Evan New et qui ensuite s'est entouré progressivement d'autres développeurs pour faire évoluer un petit peu le framework. Aujourd'hui, on a la version 2, sachant que on va bientôt passer sur la version 3. Donc voilà. Chaque changement n'est jamais aussi brutal qu'on a pu le rencontrer ou connaître sur d'autres frameworks tels comme Angular. Et de mon point de vue, je pense que ça reste un des frameworks qui est le plus simple à appréhender. Je vous invite à voir un peu cette vidéo aussi si vous avez l'occasion plus tard, mais c'est aussi de mon point de vue un des frameworks les plus simples à appréhender. C'est aussi pour ça que j'aime bien le présenter à des gens qui débutent un peu dans le code et qui ont envie d'apprendre, mais qui partent un peu alors parfois de zéro, ou en tout cas sinon avec juste de simples bases. Concernant Firebase, là pour le coup c'est plutôt une technologie qui va nous servir pour le back, et là c'est une technologie par contre qui est portée par Google, c'est une technologie qui est propriétaire, c'est une technologie qui n'est donc du coup pas open source. Euh, je la conseille souvent aussi pour démarrer parce qu'elle est très simple à appréhender. Elle permet de parcourir aussi pas mal d'aspects différents de ce qu'on peut rencontrer dans les problématiques de back-office. Et au-delà de ça, ça vous permet voilà, de mettre un pied dedans sans trop se prendre la tête. Il y a énormément de sous-produits et de sous-services. Au tout début, quand ça a commencé, Firebase, et avant même que ce soit racheté d'ailleurs par Google, parce que Firebase n'a pas toujours été un produit Google, ils avaient que ce produit-là, donc la Real-Time Database, et qui était en fait un produit qui vous permettait
d'avoir une base de données, certes, mais très simplement d'avoir une base de données qui allait vous permettre d'afficher des données en temps réel sur votre site et qui se couplait bien du coup avec des technologies comme Vue, Angular ou React alors React porte bien son nom et les deux autres un peu moins, mais les trois en tout cas sont ce qu'on appelle les frameworks réactifs. Donc c'est des frameworks qui sont capables en fait de mettre à jour les données qui sont contenues dans le DOM. Si le DOM ça échappe, je pourrais expliquer aussi, mais voilà, qui mettent à jour les données dans le DOM en temps réel. Euh, voilà, et ensuite ils ont développé pas mal de trucs. Nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui en fait, ça va être plutôt la partie real-time database qui est un peu bon l'ancienne base de données mais qui est toujours disponible pour les pour ceux qui avaient commencé comme ça avec Firebase et sinon Cloud Firestore qui est de mon point de vue la base de données je pense voilà, la plus intéressante à utiliser aujourd'hui et qui est un peu leur V2 mais ils l'ont pas nommé comme ça V1 et V2 ils ont plutôt gardé l'ancien nom qu'ils ont mis tout en bas et le nouveau et donc après on choisit d'utiliser l'un ou l'autre. Voilà, il vous faudra juste un compte Google si vous voulez utiliser ce service. Ça reste gratuit sur l'usage un peu à la maison et tranquille sur des petits projets. On peut monter quand même avec des chiffres sympas dans le sens où si on regarde, et ce qui est intéressant c'est de regarder donc ce qui concerne la base de données, on peut avoir 100 personnes connectées en même temps sur notre plateforme sans qu'on soit rejeté et sans avoir à payer. Donc c'est plutôt pas mal. Et avant d'atteindre 100 utilisateurs en même temps sur un truc, bah, vous avez le temps de voir venir. Et puis après, vous avez plusieurs manières d'utiliser le. Vous avez plusieurs plans qui vous permettront de payer ce dont vous avez besoin. À terme, c'est pas une Firebase, c'est pas forcément la techno que je conseille. Il y a des gens qui veulent vraiment se lancer profondément dans le développement, qui veulent lancer une app complexe et qui veulent avoir la main sur tout le code, hein. C'est plus, à la limite, je dirais, une technologie à utiliser pour vite lancer un POC, hein, un Proof of Concept, donc voilà, un petit site démo, quoi, un MVP. Ou alors, ça peut être aussi l'occasion d'être utilisé par des développeurs qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec la partie back-office, mais qui veulent plus se concentrer sur le front et faire du Vue.js. Donc, euh, donc voilà. Bon, on va rentrer un peu dans le dur. Alors, moi j'ai juste, donc j'ai rien créé encore. L'idée c'est de créer petit à petit un premier projet vu et qu'on voit un petit peu ensemble à quoi ça ressemble. Alors, chose importante quand même, il faut avoir sur votre machine Node en fait. Non, pas comme ça. Hop, donc il faut avoir Node. Moi j'ai la version 10.15. Voilà, je pense que là, au-delà ça marchera très bien. Et puis il faut avoir aussi donc Vucli. Alors Vucli, on va regarder ce que c'est, mais c'est un petit outil. Oups. Voilà. Vucli, c'est un petit outil qui va vous permettre de lancer en fait des commandes vues. Donc CLI veut dire command line interface, des commandes vues sur votre terminal et de pouvoir créer des projets assez facilement. Donc en fait, l'idée c'est que vous l'installez. Alors, comme je vous disais, il faut avoir un Node, hein, et puis avec Node, du coup, vous avez le package. Ah, peut-être que je vais expliquer Node en fait. Bon, je monte vite fait Node. Donc si vous voulez installer Node.js, hop, vous allez sur le site de Node.js. Voilà. Bon, moi je suis en Mac, il a repéré. Si vous êtes en Windows, il repère aussi. Et vous installez, du coup, vous cliquez dessus. Ça vous télécharge votre fichier et après vous le lancez, vous l'installez localement sur la machine. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Je vous conseille d'utiliser la ALTS qui de mémoire nous dit long terme support. Ben voilà, c'est ça en fait. Moi je crois que c'était latest tab. Non mais ça marche pas. Donc du coup, en gros, c'est la version la plus stable en général. Et après, on a des versions un peu plus avancées qui vont ensuite permettre de rebasculer. Donc, voilà, une fois que la 13 sera validée, qu'on aura pas mal débugué, que la communauté aurait fait pas mal de retours. Bon, en général, la 13 passe à gauche et après, on passe à la suivante. Mais la 12 sera très bien pour faire ce qu'on fait, voire même la 10. Pas de souci là-dessus, il n'y a pas trop d'incidence. Une fois que vous avez installé Node, en théorie,
Vous allez dans votre console et pour vérifier que c'est bien installé, vous faites node-v. Et là, il devrait vous sortir du coup la version de Node que vous venez d'installer. Si jamais votre terminal était déjà ouvert, que ça ne fonctionne pas, des fois il faut juste le fermer et le relancer. Donc, si je retourne sur la partie vue, donc je vous parlais de VueCli. Donc maintenant vous pouvez. L'idée ça serait d'installer donc VueCli au global sur la machine. Moi je vais pas le faire non plus parce que je l'ai déjà. Soit vous passez par NPM, soit vous passez par Yarn. Hein, donc c'est des package managers, NPM et Yarn. Yarn c'est le petit dernier. C'est grosso modo la même chose. Je sais que je vais me faire huer si je dis ça, mais bon, moi personnellement, je trouve que voilà, les cas de figure où on a vraiment à choisir entre les deux sont assez rares. Les deux font le taf, quoi. Et vous permettent d'installer du coup des packages que vous pouvez retrouver sur le site de NPM. Et alors, il me semblait qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient fait du Ruby. Je crois que c'est l'équivalent des gemmes. Moi perso en Ruby, je suis claqué, hein, je suis éclaté. Mais si j'ai bien compris, voilà, c'est un peu la même logique. Et là, en fait, on a des packages. Donc, voilà, si je vais chercher Vue.js, je vois qu'il y a plein de petites librairies qui ont été faites, alors soit officielles, soit par des gens de la communauté. Et je vais pouvoir les installer ensuite sur mes projets et pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Ça reste voilà, un outil incontournable quand on fait du Node, comme plein d'autres langages qui ont aussi leur librairie, mais là je parle en l'occurrence du JavaScript. On utilise donc des librairies d'un peu de part et d'autre pour éviter d'avoir à refaire du code from scratch. Et puis en général, c'est du code qui a été éprouvé, c'est du code qui a été pas mal utilisé, donc débugué aussi, et qui vous garantit souvent, pas tout le temps malheureusement, mais souvent quand même, un, euh, une stabilité de code importante. Donc, je fais npm install, je fais un yarn global, hop, et ensuite je check la vue version. Donc si mon installation a été correctement effectuée, je devrais voir quand je fais vue-version, voilà, la version s'affiche. Alors moi j'ai la 4.1.2, est-ce que c'est la dernière? Pas sûr, mais ça fera le taf, peu importe les versions, ça fonctionnera très bien. Et là, qu'est-ce que ça vous permet de faire en fait? Ça vous permet de créer simplement un projet, un peu un projet déjà bien configuré qu'on va regarder ensemble et de pouvoir le lancer directement sur votre machine. On évite un petit peu en fait toute la partie setup pour lancer un serveur et installer Vue. Donc on va le faire tout de suite, donc on va faire le Vue create hello world. Et quand je fais un Vue create hello world, en fait, je vais aller chercher dans la liste des templates de VueCli le template qui s'appelle hello world. Donc voilà, qui est qui existe chez eux. Après, vous pouvez rajouter vous-même vos propres templates ou non. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder un petit peu. Je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'il me demande quand même de certaines configurations. Alors, nous, ce qu'on va faire, pour l'instant, on ne va pas rentrer dans des configurations manuelles. Donc, on fait du Babel ou du ESLint. Elle me demande d'utiliser Yarn ou NPM. Perso, les deux me vont. Moi, je préfère utiliser Yarn en général, mais ça change pas des masses. Voilà, et là vous voyez qu'il est en train de... Alors vous l'avez pas vu à gauche encore, mais là il est en train de m'installer tous les fichiers. Et si je retourne sur ma vue globale, là, bon en fait il m'a créé un dossier qui s'appelle Hello World. Et à l'intérieur, un package JSON. Donc on va le laisser terminer. Là il m'installe les fameuses librairies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et hop c'est fini. Et donc là l'indication qu'on me dit c'est bon bah va dans le dossier Hello World que je viens de te créer. Donc on y va. Et après tu fais un yarn serve. Alors avant de le lancer je vous montre juste. Si on veut voir à quoi ça correspond, en fait quand on va dans le package JSON, si on regarde la commande serve, il y a la commande build et il y a la commande lint. Et la commande serve, elle va me lancer le VueCli qu'on vient d'installer, d'accord. Et avec la commande serve qui va me lancer enfin un serveur local et qui va me permettre de voir mon site sur ma machine locale. Si vous avez fait juste de l'HTML et du CSS jusqu'à présent, ou ce qu'on pourrait appeler des sites statiques, et pas des SPA, des Single Page Application, vous n'avez jamais eu besoin de faire tourner un serveur Node en fait pour faire tourner votre application.
Alors que là, pour le coup, avec Vue.js, comme c'est avec React ou avec Angular, hein, vous avez besoin de faire tourner un serveur Node. Là, ce qui est intéressant là, c'est que Vucli s'en occupe pour vous, et quand vous passerez par un hébergeur, il s'en occupera aussi enfin, non, pardon, et quand vous passerez par un hébergeur, bah, là, pour le coup, vous aurez vos fichiers qui seront compilés, et quand vos fichiers sont compilés, vous pourrez tout simplement les rendre sans passer par des configurations extrêmes. Mais là, ça nous permet quand même en fait de ne pas avoir à compiler les fichiers et de pouvoir avoir d'autres fonctionnalités comme le hot reload. Alors c'est yarn-serve pour ceux qui ont utilisé yarn, ou c'est npm run-serve pour ceux qui ont utilisé npm. Okay, donc voilà. Donc moi je vais faire un yarn-serve. Et là il est en train de lancer mon serveur. Donc là on est lancé, et donc sur le localhost 8080, et ben j'ai mon site. Et là on va aller voir ce qu'il y a. Hop, welcome to your Vue.js app. Donc là c'est bon. Bon, j'ai pris pas mal de temps pour expliquer et tout, mais on se rend compte qu'en tout cas en 3-4 lignes de commande, avec une petite installation par-ci ou par-là, on a quand même une app qui tourne. Euh, on va aller voir maintenant un petit peu comment ça se traduit. Ah non, putain, je vous ai pas montré l'écran. Ok, donc là on a une app qui tourne, voilà, qui est ici sur le localhost 8080. On va aller voir un petit peu comment ça se traduit comment ça se traduit dans le code. Alors en fait, on va prendre la base, on va partir du point d'entrée. Donc quand je fais un vue cli service serve, là mon vue cli va aller taper dans un fichier qui s'appelle le main.js. Voilà. Le main.js c'est le point d'entrée de mon application. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve vue, qui est en fait le package qui a été aussi installé avec le package JSON ici. On y trouve du coup la technologie, le module qui se trouve ici dans les nodes modules npm vue. On y trouve une app, ok, ça on verra après ce que c'est. Ça c'est une petite config, et après surtout voilà, on trouve un render hash-app. Et donc ce render hash-app, en fait, ce qui vous explique, c'est que c'est la Vue.js qui va s'occuper de rendre, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Vue, que ça porte ce nom-là, qui va s'occuper de rendre en fait tout le contenu HTML, CSS et JavaScript euh, dans le browser, qui va s'occuper de rendre tout ça dans le browser pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir plein d'autres choses comme de la navigation, comme des données réactives ou autres, et on va utiliser pour ça des composants. Mais vous allez pouvoir ensuite venir modifier tout ça, et lui va toujours s'occuper du rendu. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu Flutter, même si c'est très simplifié comme explication, c'est un peu comme voilà, le moteur Flutter qui va s'occuper pour vous de gérer n'importe quel pixel sur l'écran. Bon, c'est un peu barbare comme explication, mais peu importe, Vue s'occupera de rendre les choses pour vous sur la page. Et donc à partir de là, bah, après on peut descendre un peu en pyramide dans l'application. Et quand je dis en pyramide, c'est parce que finalement le premier fichier que je vais donner à part donc mon package Vue, c'est le fichier app. Donc en gros, mon point d'entrée c'est main.js, et là j'arrive dans l'app. Et quand je suis sur cette fameuse app, et là, je vois que j'ai trois zones de code. Alors ça, c'est très particulier à Vue. Vous n'êtes pas obligé de coder du Vue en point Vue. C'est juste que quand vous allez passer par les templates, en fait, on va vous proposer des types de fichiers qui s'appellent des points Vue, qui sont totalement après compilés en JavaScript, en HTML et en CSS quand il s'agit de rendre votre site. Hein. C'est-à-dire que les trois zones, ça c'est, on va dire que c'est la partie HTML, la partie JS et la partie CSS. Ces trois zones-là vont être éclatées automatiquement par Webpack. Donc si vous ne connaissez pas Webpack, je vous invite à lire un petit peu ce que c'est, mais je pense qu'on pourrait faire vraiment 4 heures sur Webpack. Donc on va éviter. Mais Webpack, voilà, c'est juste en fait un service qui va s'occuper de prendre un peu tous vos fichiers, même si c'est des fichiers qui ne sont pas interprétables, par exemple par un navigateur, parce que le navigateur il comprend que du JavaScript, du CSS, de l'HTML, et après des fichiers images, type JPEG, PNG et compagnie, mais pas le reste. Mais si vous avez plein de fichiers, genre, je sais pas, un SAS, du CJS, et puis bah, dans notre cas du point vue, lui va s'occuper en fait de tout vous compiler et de vous ressortir ça en fichier statique. Voilà, juste pour la petite parenthèse sur Webpack. Donc là, ce qui va se
ce qui est intéressant en fait, c'est que contrairement au modèle MVC où on va découper un petit peu nos features ou nos services en trois, avec le modèle la view et le contrôleur, là dans Vue.js en fait, le parti de ce framework c'est de dire non, non, nous ce qu'on veut c'est plutôt se concentrer par composant et donc après à moi de définir ce que j'ai envie de mettre dans un composant. Est-ce que ce sera seulement un bouton? Ça peut être le cas. Est-ce que ce sera peut-être mon cadre de profil picture? Pourquoi pas? Ma barre de recherche, voilà. Après, libre à chacun d'organiser ça comme il veut. Mais l'idée, c'est de dire j'embarque ça dans un composant. Et donc, mon composant, il a du coup son propre HTML pour faire son rendu sur la page. Il a son propre JavaScript pour sa logique, en gros. Et il a son propre CSS pour le style. Et comme ça, mon composant, je serai capable de le copier-coller ou même de le partager avec d'autres développeurs sans que tu aies besoin d'être branché à d'autres endroits en fait de l'application. Ça rend les composants point vue, s'ils sont bien faits, on peut aussi le faire n'importe comment et que ce soit plus possible, mais à l'origine du truc, c'est aussi l'idée de se dire, ok, un composant est utilisable quasiment seul dans un environnement vu toujours hein, évidemment mais quasiment seul et je peux le copier-coller d'un projet à l'autre ou je peux le partager avec des amis. Par convention, le premier qu'on appelle, c'est le composant app. Et ensuite, à l'intérieur de app, on va appeler d'autres composants et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous parlais de la pyramide ou des cascades. C'est qu'on descend, on descend progressivement dessus. Euh, ce que... Je regarde un petit peu les questions. Ok. Je pars du principe où c'est clair ou pas encore de questions. Pas de souci. N'hésitez pas à en poser hein, pendant en tout cas pendant la session si vous en avez. Et donc je reprends. Donc notre première c'est le composant app et ensuite on a un autre composant qui s'appelle alors component pardon, abus de langage, qui s'appelle Hello World là dans notre cas d'exemple. Et si on regarde en fait bon bah il est dans le dossier component, il est dans le dossier Hello World. Et là j'aimerais qu'on se pose 2 secondes un peu sur cette logique. En fait mon app là elle tient que sur 6 lignes de code pour l'instant. Évidemment, c'est parce qu'après ça va jouer en cascade. Vous voyez pas le bas de l'écran. Euh, Ah oui, exact. Exact, exact. Bon, bah pour l'instant, c'est pas trop dérangeant, mais je vais quand même remonter la fenêtre. Et après, tu verras plus trop le haut non plus. Attends, là, on est pas mal, là. Enfin, on est pas mal, je pense. Ok, merci. Euh, Du coup, on a notre composant Hello World. Non, non, ouais. En fait, voilà, ça tient sur votre page d'entrée, votre première page, en fait, la page app. Votre premier composant, il va tenir sur 6 lignes de code. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un truc qui est important quand même, et sans ça, ça peut pas fonctionner, c'est le ID app. Donc le ID app vous permet en fait de dire juste à votre navigateur, en fait l'application vue là que j'ai envie de te lancer, elle va se passer à l'intérieur. Donc, et après tout le reste va découler à l'intérieur. Là j'ai importé, enfin ils ont importé du coup juste une image qu'on retrouve dans les assets ici, voilà, qui est le logo, qu'on retrouve du coup, hop hop hop, il est où notre hello world, voilà, qu'on retrouve ici, ok. Et ensuite j'ai le composant hello world. Et en fait, si je commande hello world, juste pour, on va essayer un peu. Voilà. Bah là, ce que je vois en fait sur mon écran, bah, c'est que j'ai gardé en fait la partie logo, mais j'ai plus cette partie-là. Et, et là, on se rend compte un peu de la puissance du truc, c'est que finalement, bah, dans ce composant-là, j'ai pu ramener toute une logique qui est les informations que je voulais afficher. Je vais essayer de vous mettre. Désolé, je m'arrête un peu là, mais ce serait bien de vous mettre en fait. On va faire comme ça. Je vais vous mettre les deux côte à côte parce que sinon. Voilà. 2 secondes, hein, je fais un petit setup.
Hop, on va mettre ça à droite. Et non, mais hop, à gauche et ça à droite. Voilà. On va le faire comme ça va être bien mieux, je pense. Hop, et en plus, au niveau de l'écran, la vidéo, ça coupe. Rien de très important pour l'instant. Ok, top. Donc il y a 2 secondes, je vous ai parlé un petit peu du hot reload et c'est ça que je voulais vous montrer. Mais si on n'a pas les deux écrans côte à côte, en fait, ça fonctionne pas des masses. Alors, donc là, si je commente en fait la partie Hello World, hop, donc là en fait j'ai mon composant qui était importé, enfin, qui était d'abord importé dans mon fichier, puis ensuite je l'ai mis dans la partie component et je décrirai un petit peu tout ce qui se passe dedans après. Tout ce qu'on peut y trouver même. Mais du coup, bon, bah, je commence ça aussi. Et là, c'est aussi la manière dont j'importe mon composant s'il doit me servir dans la partie front. Donc voilà. Et là, je vais juste sauvegarder avec un commande S et voilà. Et donc tout a disparu. Je vais le réactiver aussi. Voilà. Et donc là, il y a deux choses qui se passent. C'est qu'en fait, je peux très bien tout à fait dire, bah non, en fait, mon composant, j'ai envie de le mettre en haut et mon logo en bas. Voilà. Et les choses s'échangent. Et ça me donne du coup une liberté en fait d'utilisation de ce composant euh, très puissante dans la mesure où finalement bah voilà tout ce bloc là je suis capable de le désactiver, de le réactiver ou de le placer où je veux. Et je vais pouvoir en créer plein et comme ça commencer à créer aussi un peu une bibliothèque d'objets, de features et qu'on va appeler du coup des components qui va pouvoir me servir dans la suite des choses. Alors, on va enlever ce component là pour l'instant parce qu'en fait, je le trouve, à part montrer ce qu'est un component, je le trouve pas très intéressant. Donc là, je vais dégager un peu tout ça. Voilà, on va garder vraiment le strict minimum. Même le logo en fait. Même dégager le logo. Voilà. On va aussi les supprimer du projet, ça va nous faire un peu de place. Puis on risquerait d'oublier de l'enlever après et après de se demander merde, putain, qu'est-ce que c'est, est-ce que j'ai déjà utilisé ou pas. Voilà. Et on va juste réécrire une petite phrase pour être sûr qu'on n'a rien cassé, parce que bon, la page blanche, c'est toujours un peu angoissant. Et on voit le côté, voilà, Hello, Hello Vue.js. Alors, j'aimerais, du coup, maintenant, on va pouvoir... Je vous propose qu'on se concentre comme ça. Pour comprendre un peu Vue, on démarre avec la manière dont on va gérer les données, donc ce qu'on pourrait appeler un peu le modèle. Euh, Comment on fait pour les afficher dans notre front, donc dans la vue, euh, et, euh, et ensuite comment on utilise un petit peu toutes les interactions de base, style je clique sur un bouton, je tape dans un champ de texte et compagnie, euh, qui pourrait ressembler un petit peu à des choses que vous avez pu faire avec du jQuery. En général, quand on utilise Vue.js, on n'utilise pas trop jQuery, parce que Vue.js permet de faire ce que fait jQuery. Et ce sera déjà pas mal pour commencer. Et ensuite, on pourra enchaîner sur la partie Firebase. Ouais. Je pense qu'on va faire un peu comme ça. Ah merde, vous le voyez pas, putain. Ok. Hop. C'est quoi, attends, je vais resize mon écran à fond. Merci Antonin en tout cas. Voilà, on va faire comme ça. Et si c'est trop petit, vous me dites, parce que maintenant que j'ai deux screens... Attends, je vais peut-être un peu zoomer les gars. Hop. Les gars et les filles, enfin je sais pas qui est là. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal. Merci. Euh, Donc, il y a trois manières de gérer les données dans Vue.js et chaque manière a son utilité. Mais c'est très simple, il faut pas commencer à trop se prendre la tête dessus. Moi, celle que je pensais, c'est la basique. Donc, en fait, je vais dire à mon composant, toi-même, tu détiens des données et il n'y a que toi qui les. Enfin, et c'est toi qui es à l'origine de la création de ces données-là. Ok. Donc, pour ça, bah, je vais lui écrire data, rien de vraiment sorcier. Voilà. Ensuite, je vais lui retourner un objet.
Et bah, on va l'appeler, on va lui donner une clé, donc on va l'appeler, je sais pas, message. Et en fait, je vais réécrire hello Vue.js, mais là, on va faire from data, par exemple. Voilà. Donc là, j'aurais dit, bah, il se passe rien, parce qu'en fait, mon composant a bien cet objet data.message, en fait, et du coup, qu'on va appeler 10.message, qui s'appelle hello Vue.js, tout. Mais vu que j'ai pas demandé de le rendre dans le front, bah, on le voit pas. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais effacer ce texte. Donc voilà, donc je l'ai plus à gauche. Et pour l'appeler, c'est très très simple. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Vue. Je vais écrire message. Alors pourquoi je fais pas, je vous ai parlé de 10 tout à l'heure, en fait 10 message. Ça fait référence du coup au composant, et le composant lui-même, je vous dis que maintenant il détient sa propre data, et elle va s'appeler message. Parce qu'on l'a appelé message. Bah en fait, comme de toute façon, dans la vue, je ne peux rendre que des choses qui font partie euh, de soit mon composant, soit de l'application vue en général, bah, le 10 n'est pas important, il est répétitif. Et comme chez Vue, on aime bien faire les choses les plus simplement possible, bah, ils ont décidé de dire que bah, si tu retires 10, ça marche quand même. Et d'ailleurs, si tu mets 10, on va te mettre un petit warning et ça marchera pas très bien. Voilà. Et là, on a le Hello Vue.js from Data qui vient d'apparaître. Alors, il est un peu petit, on va le mettre en, on va le mettre en H1. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, hein. On est d'accord. Ce que je veux dire par là, voilà. Là, il est en gros, c'est pas mal. On est d'accord que s'il fallait faire en HTML et en CSS, on n'avait pas besoin de se prendre la tête aussi longtemps. On faisait un index.html, on mettait un H1 et on écrivait en lettres hello et c'était réglé. Bon, là, on n'a pas encore attaqué le côté intéressant de Vue.js. Mais au moins, en termes voilà, de base, on est sur quelque chose de relativement simple quand il s'agit de stocker des datas et de les remonter. La data, du coup, c'est de la data JavaScript, hein. C'est-à-dire que je peux aussi rendre un arrêt. Donc, on va appeler l'arrêt bah, élève. Voilà. Et donc, en élève, on a Non, bon, après, je vous appelle les élèves tranquille, hein. C'était juste. Je sais pas, viewer, j'aime pas ce mot, c'est bizarre. Ou alumni, bon, on s'en bat les couilles, vous avez compris. Donc, en élève, je vais mettre Antonin et je vais mettre Johanna. Et puis bah les autres, faites pas un coucou si vous voulez passer dans la vidéo. Euh, je vais même me mettre moi aussi parce que 2 c'est pas énorme pour se rendre compte. Voilà. Et là ensuite en bas, je sais pas moi, dans une balise texte. Alors ça va pas être vraiment ce qu'on veut, mais je vous montre déjà pour commencer. Je peux très bien dire voilà, bah, affiche-moi les élèves. Et là il m'affiche cet arrêt là. Bon, en vrai, on a rarement besoin d'afficher un arrêt comme ça dans le front, hein, soyons honnêtes. En général, quand on a besoin d'afficher un arrêt dans du front, on veut afficher une belle liste. On veut afficher un... Ok, Elna, ça marche. On veut afficher pardon, une belle liste. Donc du coup, ce que nous permet de faire Vue, et là on commence à rentrer dans un truc vraiment, vraiment intéressant. Si vous connaissez l'élément de liste, donc ça c'est les listes qui sont non numérotées. Unordered list, je crois, UL ça veut dire. Un truc comme ça. Et OL ordered list. Il me semble que c'est ça. Donc ça c'est UL, c'est les listes non numérotées. Vous savez, c'est les petits points là qu'on voit un peu. Et après LI c'est les éléments. Donc si en gros j'écris 1 ici, hop, 2 et 3, bah là j'ai 1, 2, 3. Ok. Bah moi ce que je vais pouvoir faire c'est je vais écrire Antonin, Johanna, Nair, Enna. Alors je pourrais faire la méthode bourrin. Enfin bourrin. On va dire la méthode old school. La méthode old school, donc comme j'ai un arrêt, je prends l'index 0 de mon arrêt et je fais un élève 0. Putain, les raccourcis de mon Mac là. Voilà. Tout le monde s'est réveillé. C'est ça. Allez, Horace, vas-y. Dis coucou à la télé. Euh,
Donc si je mets élève 0, vous voyez que ça fonctionne bien. Et puis après, bah, j'ai le premier de la liste. Puis après, je mets élève 1 et ainsi de suite. C'est juste pas maintenable en fait. Si vous avez une liste d'élèves qui change et tout, vous n'allez pas re-rentrer dans le code à chaque fois pour modifier le code et tout. Donc là-dessus on est d'accord. Ça paraît évident. Et une des forces de Vue.js, c'est que on peut utiliser une directive qui s'appelle vfor. Et vfor en fait va nous faire une boucle, une loupe, mais de notre élément HTML auquel il est rattaché. Donc là il va me boucler en fait sur li. Et ce que je vais lui dire, c'est bah moi mon itération, je veux qu'elle s'appelle élève. Dans Et là, c'est dans l'arrêt élève, hein, donc qui est ici. Il faut absolument que ce soit un arrêt ou un objet ici. Il faut qu'il puisse itérer dessus. Donc voilà, donc vfor élève in élève. On va devoir lui donner une clé aussi. Ça, c'est important parce que, en fait, chaque itération qui va se générer de manière programmatique, si vous lui donnez pas une clé, bah, elle risque de se mélanger entre elles. Enfin, après, je rentrerai dans des explications peut-être un peu plus deep, mais en gros, la clé vous permet d'éviter des bugs, clairement, et de donner un identifiant unique à chacune de vos itérations. Voilà. C'est expliquer simplement, ce serait un peu ça. Et donc, pour lui donner un identifiant unique, bah, je vais pas écrire du coup une string, parce que sinon ils auront tous la même, hein, genre, je sais pas, coucou, parce que sinon tout le monde aura coucou, et là ça va poser des problèmes. Donc je vais utiliser en fait l'index de mon arrêt, et comme ça, bah voilà, Antonin, ce sera l'identifiant 0, puis Johanna 1, puis Nair 3, puis Enna 4, voire 5, et ainsi de suite. Euh, donc ce que je vais écrire, c'est l'index, mais en fait, si je veux récupérer l'index, il faut que je fasse élève et index. Voilà. Vu me permet de dire, bon bah là, tu me rends en fait ce qu'il y a dans mon arrêt, et en deuxième argument, tu me donnes l'index. Et donc à partir de ce moment-là, donc là, je vais laisser 3. Et je vais sauvegarder, vous allez voir qu'il y a plein de 3 qui vont s'afficher. Voilà. Mais du coup, ça commence à être intéressant le truc. Parce que ça veut dire que, voilà, on va mettre comme ça, c'est plus clair. Et je vais agrandir un peu. Ça commence à être intéressant le truc. Parce que ça veut dire qu'en fait, il m'a mis autant de 3 que j'ai d'élèves. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est que finalement, il a bien bouclé sur mon arrêt. Et il a fait 5 boucles. Pour m'afficher, du coup, 5 lignes. Maintenant, je lui ai toujours dit de m'afficher 3 dans tous les cas de figure. À chaque fois qu'il fait une boucle, il m'affiche 3. Et en fait, je veux qu'il m'affiche le nom de l'élève. Bon, bah, pour récupérer le nom de l'élève, je vais écrire élève au singulier. Hein, celui-ci, c'est celui-ci qui m'intéresse. Sinon, je vais réécrire mon arrêt à chaque fois et ça sert à rien. Donc voilà. Et donc là, c'est juste qu'il va chercher en fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'arrêt. Et là, j'ai ma liste avec marqué Antonin, Johanna, Naïr, Elna et Horace, et ainsi de suite. On va enlever ça parce que ça nous dérange. Bon. Si j'avais voulu utiliser peut-être un arrêt d'objet, hein, ce qui peut exister, ça pose pas non plus de problème, voire aucun. Je vous donne un autre exemple. On va l'appeler élève info. Et, et là, du coup, j'ai un arrêt d'objet. Et en fait, donc il y a un nom. Donc là, c'est bien Antonin. Euh, Il y a, je sais pas moi, une ville. Voilà. Donc ça va être au hasard, Toulouse. Euh, et ainsi de suite. Voilà. Hop, allez, on va mettre Waras et puis peut-être Paris. Et on va mettre Elna, T de Brest. Voilà. Et ce que je veux vous montrer en tout cas là-dessus, c'est que si je mets du coup élève info, maintenant ça veut dire que je vais chercher cet arrêt-là, hein, celui-ci, limite on l'ignore, on l'utilise plus, ok. Maintenant si je fais juste élève, je vais avoir un souci, c'est qu'il va me rendre tout l'objet. Donc on va le faire, voilà. Et donc j'ai tout l'objet à l'intérieur. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux genre la ville, virgule le prénom. Donc si je veux faire ça, je fais élève.ville. Pourquoi les deux points avec K et pas avec vfor? Ah oui, ah oui, j'en ai pas parlé. Exact. Je reviens tout de suite dessus. C'est une très bonne question. Et après, on fait élève.name. Et voilà. Et donc là, je vais avoir ville.name.
Alors ce que je fais aussi, c'est bon, ça c'est pas très grave, mais en fait, évitez de faire ça. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Soit vous choisissez le français, soit vous choisissez l'anglais, mais mélangez pas les deux. Ça rend fou. Et moi, je viens de le faire. Voilà. Donc on va rester en anglais. Donc city. Et là, ce qui se passe, donc j'ai la ville, virgule, le nom de l'élève. Et ainsi de suite. Et en fait, je peux aller chercher donc chacune des itérations qu'il va y avoir à l'intérieur. Pourquoi les deux points sur la key? Alors c'est très intéressant. Euh, et pour démontrer ça, je vais passer par les classes ou non, non, on va se concentrer que là-dessus. Alors, index en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est la string index que je veux? Hein, donc vulgairement ça quoi. En gros, est-ce que c'est la lettre INDEX que je veux ou est-ce que c'est le l'index qu'il a dans l'arrêt? Donc du coup, là pour le coup, 0, 1, 2. Hein, on est d'accord, hein, les arrêts ça commence à 0. Bah c'est bien ça en fait, c'est le 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite que je veux. Et donc pour que mon code comprenne et surtout pour que mon HTML comprenne, parce que c'est dans la partie template, on est un peu dans la partie HTML, lui, il faut vraiment lui dire, ok, des fois je t'envoie des strings, donc c'est vraiment ce texte-là que je veux que tu prennes, quoi, c'est cette chaîne de caractères, ou des fois je t'envoie plutôt un objet, une valeur, une variable. Euh, les deux points servent à indiquer qu'en fait je veux une variable. Ça, d'ailleurs, elle a pris la couleur bleue, hein, qui est dans mon éditeur. Alors, c'est peut-être le cas dans le vôtre aussi, où c'est une autre couleur, mais dans mon éditeur, la couleur bleue, c'est des variables ou des clés. En tout cas, on est sur des variables, des clés de JavaScript. Alors que le orange, lui, va être destiné au string. Et si j'enlève les deux points, bah là, il me le met en orange. Voilà. Bon, il m'indique en même temps que si je mets index à tout le monde, ça marche plus, la clé et tout. C'est pour ça qu'il me le met en rouge. Il me dit pas exactement ça comme ça, mais c'est ça qu'il veut me dire. Anyone expect to have VP key. Bon. Pour lui, en fait, il attend que tu mettes une clé dynamique, quoi. Parce que si tu mets pas une clé dynamique, bah t'attribues la même clé à tout le monde. Et donc les deux points servent à dire à vue, ok, ce que je te mets dans le égal, et c'est que quand on utilise un égal, euh, ça va être du JavaScript. Pourquoi on le met pas dans le VFOR? C'est un peu l'exception. Ça, c'est un peu chiant. Les exceptions, j'aime pas trop dans le code, tu vois. Bon, mais c'est un peu le cas de vue. En fait, à chaque fois que tu auras V tiré, on sait que derrière, on est sur une priorité au JavaScript. Ça veut pas dire que tu peux pas lui envoyer une string, mais on est quand même. Enfin, non, tu peux pas. Non, tu peux pas lui envoyer une string en fait. Fin du game, c'est tout. Tu peux pas lui envoyer une string, donc V tiré. T'indiques toujours que de toute façon, ce que tu vas lui passer, c'est des variables. C'est des méthodes, c'est ce que tu veux, mais c'est des objets JavaScript, quoi. Ça sera jamais une string. Donc on met pas les deux points. Voilà, pour répondre à ta question. Ok, donc on a fait notre petit tableau. On a fait notre petit tableau très bien. Est-ce qu'on partirait pas un peu sur l'exemple de la to-do list? Non, parce qu'en fait, vous allez en avoir 200 000 sur Internet et ce sera plus intéressant de regarder un truc et que je vous fasse quelque chose de nouveau. Mais j'ai pas trop réfléchi à ce que je pouvais vous faire comme. On va y aller en. C'est pas grave, on va y aller tranquillement et tout. Moi, je sais ce que je veux vous montrer. Après, sous quelle forme et quelle petite table vous présenter, je sais pas trop encore, mais ça va venir petit à petit. Donc voilà. Donc on a vu quoi? Je résume. On a vu comment appeler des datas sur le front, comment appeler différents types de data. Donc ça peut être une simple string comme la string message, ça peut être un array de string, donc comme ce qu'on avait élève là, ligne 19. Ça peut être un array d'objets. En fait, on peut rendre absolument tout euh, dans notre front à partir du moment voilà, où on a les données qui sont quelque part. Donc ces données-là, moi je les ai écrites en dur, rien ne m'empêchait d'aller les chercher sur une API externe et de pouvoir ensuite les repasser ici. Hein, d'aller chercher, je sais pas, la liste des élèves sur le site d'un truc de cours ou de quoi que ce soit. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un peu le côté réactif. On s'en approche tranquillement. Maintenant, on sait comment on rentre des données et tout, mais en vrai, Antonin, tant que moi je suis pas allé dans le code et que j'ai rien changé depuis mon front, quoi. Si je veux changer le prénom ici, ça se passe là. Donc voilà, mais c'est tout, quoi. Et on va essayer de changer. Bah on va pas essayer, on va le faire. On va changer du coup le message en haut. Alors, mais à partir du front.
Comment on veut changer le message à partir du front? Eh ben, c'est très simple. Donc là, vous avez vu que tout ça a sauté, parce que j'ai déjà enregistré, parce qu'en fait, il n'y a plus les datas qui font référence. Et donc, si je regarde mon inspecteur, bah, il sera tout rouge, mais en gros, il me dira, bah, je peux pas te rendre ça, parce qu'en fait, élève info, je ne connais pas, parce que je viens de le supprimer. Voilà. Bon, ça fait pas crash votre app pour autant, ça c'est cool. Donc voilà, on sauvegarde. On va partir sur une petite input. Et là, je vais lui donner l'attribut vModel. Donc, vFor, retenez, c'est pour faire des boucles. Ok. Il y en a pas tant que ça, hein, des directives de vue. Et je vous montre vraiment les principales. Et après, vous pouvez les retrouver de toute façon sur la documentation. Je vais essayer de vous les. Ah ouais, mais du coup, comme j'ai fait mon petit setup, j'ai plus l'écran. Bon, on verra ça après. Mais sur le site de vue, vous pouvez retrouver les directives. Mais pour l'instant, on va voir vFor, on va voir vModel. Et on va voir les événements, comme je vous ai dit, les clics et compagnie. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin quand on veut juste découvrir un peu la techno. Donc mon vModel, je vais lui passer un message. Qu'est-ce que ça implique? En fait, si je sauvegarde là, on voit que dans mon input, je veux que le modèle, la valeur qui est à l'intérieur. Alors vModel, c'est très spécifique aux inputs, hein, vous ne pouvez pas les utiliser. Euh, non, c'est pas vrai, mais on va dire que pour l'instant, on se dit qu'on peut pas les utiliser ailleurs, même s'il y a encore des exceptions. Mais elles sont pas très importantes à connaître pour l'instant. Euh, Et là, dans mon champ texte, en fait, j'ai le texte que j'avais là-haut. Et si j'écris, eh ben, coucou, là, en fait, ça va changer mon texte directement. Et ça, c'est très puissant. Ça, c'est vraiment. On a vu que là, en fait, en gros, avec ces deux lignes de code et ça, donc trois lignes de code, j'arrive à avoir un truc, un champ qui peut changer. Euh, et là, on va commencer à s'amuser. En gros, voilà ce que je propose de faire. Je vais faire un truc. Non, pas du tout. Je vais faire un truc qui me permet à la fois d'écrire mon nom et mon prénom dans ce champ-là. Mais à l'inverse, j'arrive à reconstituer mon full name. Et vous allez voir un peu la puissance du truc. Donc, très simple. Je vais mettre first name, Nahir. Je vais mettre last name, Chami. Ok. Et à l'intérieur, moi par contre, je vais écrire ça full name. Ok. Et par défaut, je veux que ce soit vide, donc je mets des strings vides. Euh, Si j'écris du coup là mon full name, donc Nair Chami, ok, il s'écrit entièrement parce que de toute façon, ce qu'il y a à l'intérieur ici, c'est bindé avec ce qu'il y a là. C'est-à-dire que le H1 full name est bardé. Ouais. Si j'écris maintenant first name et last name, je vais enlever, pardon. Alors des fois je mets des simples, des fois je mets des doubles, aucune incidence. Moi je préfère les simples en vrai. Euh, mais, euh, mais voilà. Ah non, me fais pas cette erreur de merde là. Bon, ça, c'est juste mon linter qui s'emballe. Il me dit qu'il veut pas de white space. Int 3 et. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est une erreur de linter. C'est pas très grave. Voilà. Ok, et donc là, j'ai beau écrire ce que je veux, bah il se passe plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'attaque le full name et je lui demande de rendre le first name et le last name. Et là, on va s'intéresser à une nouvelle manière de rendre les datas. Donc, je dis qu'il y en avait trois. Ok, donc ça c'est la première méthode. C'est de passer par data. Donc, vous les écrivez à l'intérieur et elles, sont, elles vont être statiques en fait et elles pourront bouger. Par contre, grâce à vModel, ça oui, ça c'est vrai. Mais c'est tout. Et les computed, en fait, ça va être des valeurs qui seront dépendantes d'autres valeurs, qui sont elles-mêmes des computed, ou alors des objets data, ou alors des props, mais ça on le verra juste après. Je vous le mets ici, donc là c'est la deuxième manière de gérer les data, et là c'est la troisième, et après on fera les props. Donc voilà, il me le met en rouge parce qu'il veut que ce soit au début. Non, il veut une virgule, ok, t'as raison. Donc la deuxième méthode, les computed. Bah,
En fait, mon full name, finalement, c'est quoi? Ce n'est que l'addition de mon first name et de mon last name. Donc si jamais en fait je fais un champ ici que j'appelle euh, first name, on va faire comme ça. Un champ prénom, un champ nom de famille. Voilà, et tout en haut je veux qu'on m'affiche, pardon, mon full name. On va le mettre en bas parce que sinon il va me décaler les virgules, les cellules et ça va me faire chier. Donc là en fait en gros je veux que quand j'écris Nahir et j'écris Chami, qui me réécrivent en fait mon nom et prénom tout entier en bas. Okay, bon là il se passe rien. Bah pourquoi? Ouais, parce qu'en fait first name et last name ont été remplis, mais moi ce que je demande de rendre hein, avec ces doubles crochets là, bah, c'est full name. Et bah, pour lui c'est toujours vide. Donc ce que je peux dire, c'est en fait full name, au lieu d'être juste une valeur simple que j'ai créée à la base ou que je passe par vmodel, j'ai envie que ce soit une valeur qui soit dépendante de deux autres valeurs, qui est first name et last name. Et quand tu es dépendante, tu passes par les computed. Donc là, on va dire c'est avec des dépendances, et ça, c'est sans dépendance. Voilà, pour expliquer un peu simplement le concept. Donc là, je vais écrire full name. Voilà. Comme elle est dépendante des autres et tout, j'ai envie plutôt d'en faire une fonction, mais c'est pas grave parce qu'avec Vue.js, en fait, je peux rendre des fonctions. C'est ça qui est puissant aussi. Il les interprète totalement pareil. Donc full name. Et là, je lui dis par contre, je veux que tu me retournes first name plus, on va faire un petit espace, et last name. Voilà. Problemos, first name, je viens de vraiment dire problemos, ok, c'est pas grave. Problème, first name et last name sont pas connus. Hein, parce que bah, finalement, je vous ai dit que data, en fait, on écrivait first name et last name ici, mais qu'en soi, c'était du 10. C'est juste que quand on est dans la partie template, le 10 est sous-entendu, parce que c'est forcément, on fait référence à l'objet. Là, on est dans le JavaScript. J'aurais très bien pu, moi, me créer une constante ici, l'appeler first name, et voilà, et l'appeler, bah, du coup, Antonin. Excuse-moi, j'ai massacré ton nom. Antonin, voilà. Et là, je l'appelle ici, ça j'ai le droit, tu vois. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ce first name là et ce last name là. Donc, je dois absolument préciser le 10. Donc, je fais un 10.first name et un 10.last name. Ok. Donc là, je vais sauvegarder et là, on va voir que, en fait, quand je vais taper mon N, hop, je termine même pas, tu vois, il va me recomposer mon objet. Parce qu'en fait, à chaque fois que 10 first name va changer et que 10 last name va changer, et ça, j'ai pas besoin de le configurer. Ça, c'est une énorme puissance de Vue.js. C'est que j'ai pas besoin de lui dire, quand tu veux me rendre full name, s'il te plaît, écoute first name et écoute last name. Non. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ce qu'il a à l'intérieur. Full name, il regarde. Qu'est-ce qui commence par 10 points? Grosso merdo, enfin, je vous décris le truc un peu. On pourra toujours me dire que je dis un peu de conneries et je peux l'admettre, tu vois, mais l'idée c'est de vous expliquer les choses le plus simplement possible. Hein. Et puis c'est pas grave si il y a deux trois bêtises qui passent. Si ça facilite la compréhension, je trouve que c'est plus important. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde, ok, qu'est-ce qui commence par 10? Ah, il y a first name, il y a last name. Très bien. Et ben à chaque fois, du coup, sur tout mon composant, dès que first name et last name changent, je refais un rendu en temps réel de full name. Et ça me permet de réécrire du coup mon, mon nom. Voilà. Et sans fin, et avec une réactivité qui est assez impressionnante. Donc voilà. Ça, c'est une des principales forces de Vue.js par rapport à, de mon point de vue, hein, par rapport à Angular React. Angular React peuvent le faire, mais largement. En fait, les trois en termes de puissance et de features sont tout à fait égaux. C'est plus sur la manière après d'appréhender le problème que je trouve que Vue.js a décidé de dire pour certaines choses. Après, ça plaît moins aux puristes, hein, mais pour certaines choses, de dire écoute, ça c'est tellement évident, on sait tellement que tout le monde va vouloir faire la même chose, c'est-à-dire relier first name et last name et dire écoute et tout, et faire en sorte que ça se passe bien, euh, qu'on va le faire de manière automatique. Voilà. Donc,
On a vu les computed, mais je peux faire aussi euh, des opérations type, je sais pas moi, un peu mathématiques. Alors, je sais pas moi, mon âge. Du coup, je veux que quand je te donne mon année de naissance, bah voilà, on va faire ça. C'est très bien ça comme exemple. Fier de moi. Quand je te donne mon année de naissance, tu vas me donner mon âge. Donc, année de naissance. On va l'appeler birth. Hier. Ouais, vas-y. Ça passe. Birth year. J'oublie pas de la redéclarer ici, parce que sinon elle ne pourra pas être stockée. Et puis par défaut, on va mettre, je sais pas moi, 2000. Mais évidemment, je suis pas né en 2000, hein, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu bon, allez, expector return a value in hash computed property. Bah oui, évidemment. Parce que ça, j'ai commencé à l'écrire et puis j'ai arrêté en cours de route. Voilà. Voilà, donc j'ai année de naissance 2000. Euh, c'est une input quand même qui a son importance. Hein, mais si je lui envoie 2000 en string, il va pas comprendre. Donc je lui précise que c'est un type number. Et en plus, l'avantage avec vmodel, c'est que je peux aussi lui faire un point number. Alors vous voyez là, j'ai point lazy, point number, point trim. Ah merde, j'ai totalement oublié de vous parler de ça. Alors je sais pas si certaines personnes ont eu le problème, mais en gros, si vous voulez avoir les bonnes couleurs, les bons trucs et tout, il faut que vous installiez quand même un plugin, hein, donc une extension. Moi perso, j'ai Vecture. Je sais pas si elle existe sur d'autres éditeurs de code que Visual Studio Code. Mais installer Vecture, quoi, pour avoir un peu ces petites aides là, hein, comme le vmodel. Les in number ou tree. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc voilà, donc là je lui dis que c'était un type number, comme ça lui permet de me stocker un peu le type. Bah on aurait pu vérifier. Tiens, on va faire ça. Donc si je veux regarder le... allez, on va dire le type of. Type of Burfier, on va l'appeler. Et donc je vais lui dire à chaque fois que je t'écris un truc, en fait, retourne-moi le type of de 10 Burfier. Voilà. Ça, on va le commenter pour l'instant. Ok, donc là, ce que je lui dis, c'est en gros, quand je t'écris la valeur Burfier, ok, tu te remets à jour et tu me retournes le type of de 10 Burfier. Okay. Si je suis comme ça, donc sans ça et ça, c'est un number. Mais si je me mets à écrire n'importe quel chiffre, ça devient une string. Ok. Ça, les gars, ça c'est un peu le problème du JavaScript. Bon, il y a aussi l'interprétation avec le front et tout, et on peut pas tout reprocher au JavaScript, mais en JavaScript, vous pouvez changer de type en cours de route, au niveau de vos variables et de vos constantes. Euh, c'est un problème pour certains, ça n'en est pas pour d'autres. Moi, je considère qu'à partir du moment où on le sait, c'est plus un problème, parce que tu le sais, donc du coup, tu fais avec, tu vois. Euh, point positif, très rapidement, sans ouvrir le débat, hein, vraiment, est-ce que le JavaScript c'est un bon langage ou pas et tout, on s'en fout un peu en vrai. Mais très rapidement, je trouve qu'il y a un côté sympa quand tu veux faire du POC et développer très vite des choses et sans te prendre la tête à écrire vraiment tous les types de tes variables. Euh, à l'inverse, bah, c'est vrai que ça peut te faire des erreurs à la con, comme celle que là, en fait, je me suis dit peut-être que je voulais éviter trop tôt, et donc je voulais vraiment la redévelopper, donc c'est pour ça que je reprends le truc avec le type off et tout, et qu'on va pas tout de suite faire mon année de naissance, mais c'est des cas de figure que vous allez rencontrer. Bah, en fait, quand je tape dans un champ input dans un browser, si je lui précise pas son type number, il va me renvoyer une string. Et au tout début, pourquoi il m'a donné number? Parce qu'en fait, Burfier, c'est un number que je lui ai passé. Je lui ai pas passé ça. Si je lui passe ça en fait par défaut, alors je vais réécrire un autre chiffre parce que sinon vous n'allez pas avoir. Donc voilà, 3000, il va me dire que c'est une string. Par contre, si je lui mets 3000 en string, là il va me dire que c'est un number. Mais dès que je m'apprête à taper un truc, pardon, dans mon front, donc je rajoute un 1, bah là ça repasse une string. Parce que tout ce que je vais taper, en fait,
vu que je lui ai pas donné de type, va repasser en string. Ok. Donc là, on lui met le fameux string. C'est vraiment important de faire attention à ça, parce que des fois, vous allez devoir... Bah là, par exemple, je m'apprêtais à multiplier et tout, et à faire un peu de maths juste pour trouver mon âge. Si je commence à faire des maths avec des strings, ma console va cracher en fait, et mon app va planter. Euh, Donc voilà, donc là, je lui ai mis un type number. Ok. Et là, je vais continuer à taper, mais en fait, il va toujours partir en string. Et c'est con, parce que finalement, je lui ai dit, attends, je t'ai dit que c'était un type number. Et c'est là où il faut. Le type number, en fait, il me permet juste d'avoir ça avec le navigateur. Pourvu, hein, je parle pourvu. Je sais pas si les autres gèrent mieux ça, pour le coup. Ce serait une bonne question. Donc, tu as le petit compteur là pour monter et descendre. Et puis, avec les flèches, tu peux monter aussi et descendre en incrémentant de 1. Bon. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, du coup, si je veux absolument que mon truc se comporte comme un nombre du début à la fin, je mets type number et je mets vmodel number. Et là, dans ces cas-là, on va faire avec 5000 number, et je continue à lui mettre 1, 2, 3, 4, et ça correspond à un type number. Et j'appuie sur des lettres. Alors, vous voyez pas mon clavier, mais là, j'appuie sur des lettres. Bah, ça marche pas. Donc, voilà. Donc, mon naissance, 1990 ou 2000, on s'en fout. Mais du coup, moi, je veux retourner mon âge. Donc, on va faire un up euh, age. Voilà. Alors, j'oublie pas plusieurs étapes. Je le mets dans mon template. Très bien. Parce que je veux le rendre. Maintenant, il faut que je le mette dans ma data. Parce que sinon, elle n'existe pas. Alors, age, du coup, ça peut pas être ici parce que j'ai pas envie que ce soit statique. Par exemple, je pourrais tout de suite mettre age 30. Bon, c'est vrai que ça a marché. Ouais, 30. Alors, pardon, on va mettre 30 ans. Voilà. Et on va s'intéresser même comment tu mets un S ou pas de S quand tu as un an. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, voilà, je pourrais mettre 30. Et puis bah, après 31. Mais encore une fois, nous, ce qui nous intéresse avec Vue, et ce qu'on va chercher à chaque fois, sinon on fait de l'HTML et du CSS avec du index, enfin, classique quoi. Pas besoin d'aller se prendre la tête avec du Vue si on veut nous écrire du code et le rendre et qu'il n'y ait pas d'interaction possible. Là, ce qui est intéressant avec Vue, c'est que voilà, il y a de l'interaction machine-clavier et machine-humain. Ce que je veux, c'est que quand je change mon année de naissance, en fait, il me change mon âge. Bon. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des dépendances. Et donc, s'il y a des dépendances, age, je vais pas l'écrire là, mais je vais l'écrire ici. Bon, en même temps, je l'avais déjà écrit. Pas mal le quiz. Bien joué, Naya. Du coup, moi, je récupère quoi? Je récupère l'année de naissance. Et du coup, bah, je fais 2020, qui est l'année actuelle. Je pourrais mettre une variable aussi sur 2020. Tu vois. Bah, d'ailleurs, ouais, on va le faire. Allez, année. Donc, actuelle, hier. Non, current. Current year. On va dire qu'on est en 2020. Très bien. Donc là, je mets 10 current year moins 10 birth year. Donc là, je prends l'année actuelle et je soustrais par l'année de naissance. Donc il va devoir me retourner mon âge. Voilà. Hop. Oui, sauf que j'ai mis en 5000. Très bien. Et donc, voilà. Je mets en 90, il me met 30 ans. Très bien. Et si je commence à changer là, mes années de naissance, donc si je suis né en 91, j'ai 29 ans, 28 ans, 27 ans. 20. Voilà. Ça marche aussi pour les chiffres. Je vous ai en termes Bon, c'est bien en fait parce qu'on a pu voir le cas particulier du V-Model Number. Donc c'était pas trop rondement. Plutôt content. Mais sinon, voilà. Le full name, bon, bah, on a juste une string, une concaténation de strings. Hein, donc c'est le fait d'ajouter en séquence des strings. Avec des espaces entre les deux, des virgules, peu importe, on s'en fout, mais voilà. Mais ça marche aussi pour des chiffres et ça peut marcher aussi pour l'âge. Et donc imaginons, moi je suis en train de remplir mon profil, bah ça peut être cool, on me demande mon année de naissance parce que je sais pas, je dois remplir mon profil. Bah au moins sur un petit coin de l'écran, tu vois, tu peux afficher en temps réel que le mec a 30 ans. Et bon, peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il faudrait être vraiment con pour se gourer sur son année de naissance et se dire ah zut, putain, oui, heureusement qu'ils m'ont affiché que j'avais 30 ans parce que j'avais oublié ou. Mais vous avez compris quoi. Voilà. Euh,
Ah oui, maintenant ce que j'aimerais faire, alors si le mec il est né la personne est née en 2019, on est d'accord que voilà, elle a un an. Voire on pourrait même décider d'afficher en mois. On va commencer à faire ça, ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors là, j'ai plusieurs méthodes qui s'offrent à moi, mais je vais vous montrer pas la méthode où il y a moins de code, mais la méthode qui nous permettrait de voir une nouvelle notion. On va faire comme ça. Alors, en fait, je vais faire en sorte que dans mon en, il s'affiche quand mon âge est égal à 0 ou 1. Donc du coup, enfin sans S, 0 an, et 1 an, c'est sans S. Donc je vais écrire une condition pour faire en sorte que ce soit dans un cas ANS et dans l'autre AN. Ce que je vais lui dire, du coup je vais faire un... C'est un ternaire, hein, c'est vraiment dans un cas ou dans l'autre. C'est un if-else avec juste... Enfin voilà, c'est juste un if-else. Donc ça je peux l'écrire de manière ternaire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en JavaScript, écrire... donc je vais prendre un... Je vais faire mon exemple ici. Écrire if, bon, du coup, on avait dit quoi? C'était l'âge, donc if this age est supérieur, strictement supérieur à 1. Voilà, qu'on part du principe où il n'est pas négatif, donc du coup ça marche pour 0 et 1. Si c'est 1, retourne-moi ANS. Ok, sinon, retourne-moi en. Ok, bah, tout ça, en fait, en JavaScript, s'il n'y a pas de else if et tout qui se succèdent, hein, ça peut s'écrire très simplement en une ligne, en faisant point d'interrogation. Donc ça, c'est regarde ma condition. Si ma condition est vraie, tu me fais ça. Si elle est fausse, tu me fais ça. Voilà. Dans Excel, il me semblait que c'était un petit peu ça. Il y avait des trucs qui se rapprochaient un peu de ça. Et donc je mets pas de if ni rien en fait. Il sait que là c'est une condition. Et donc voilà. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. Bon après je saute des lignes. Vous avez compris. Presque 5 lignes de code et là on en a une. Okay, et donc c'est ça qui m'intéresse. Donc moi je vais lui écrire ici. Voilà. Et vous vous souvenez, le 10 on n'en a pas besoin. Parce qu'on est dans le template et de toute façon on peut faire référence qu'au 10. Et donc si là je suis par 1, tu me fais ANS et sinon tu me fais en. Donc là 30 ans. Hop, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et quand j'arrive à 1 an. 0 an. Bon, et après, si je vois un négatif, toujours, mais bon, ça, voilà. On aurait pu lui mettre un minimum, mais c'est pas très intéressant de voir ça. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais après Putain, j'ai déjà oublié. J'ai dit quoi? On fera l'âge. Ah oui, on fera les mois. Bon, on va faire les mois. Non, mais je peux pas faire les mois. Non, parce que je mets que l'année de naissance. Et je vous avoue qu'après calculer les... On pourrait le faire, mais ça va prendre une pompe de calculer les mois. En fait, je vais devoir utiliser un gestionnaire de date. Pourquoi? Parce qu'il y a des années bissextiles, il y a des mois sans jour et tout, ça va être un peu galère. Firebase, ouais. Ouais, ouais, on pourrait peut-être voir Firebase, effectivement. Je vais vous juste montrer un dernier truc. Je veux que j'écrive majeur si je suis majeur et mineur si je suis mineur avec mon âge. Donc pour ça, je vais utiliser la troisième directive qui est importante à connaître. Et franchement, avec ces trois-là, vous pouvez faire le taf. VFOR, VModel, VIF, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Euh, si mon âge est supérieur ou égal d'ailleurs à 18, bah du coup, comme on fait pas les autres, on fait pas les mois, on va faire plutôt supérieur à 17. Je suis majeur. VELS.
je suis mineur. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je lui dis, ok, en fait, la balise H2, toute cette ligne-là, tu vas la rendre, donc VIF, en fait, c'est vraiment, tu vas l'afficher, que si l'âge est supérieur à 17. À l'inverse, si là, je n'ai pas supérieur à 17, tu dois m'afficher ça. Et c'est vraiment dans notre, on va le voir après dans l'inspecteur, mais dans notre DOM, on aura soit l'un, soit l'autre. Mais on n'aura pas les deux. Ce ne sera pas un CSS qui sera caché et tout. C'est vraiment, il le supprime du code source. Enfin, du code source que vous avez sur la page web, ok, sur le browser. Il va vraiment le supprimer et le cacher en fonction des cas. Donc là, à 30 ans, je suis majeur. Et si je redescends. Non, bah non, faut que j'aille dans l'autre sens. Et si je remonte en termes d'âge, voilà, je passais mineur. Majeur, mineur. Ok. Et si on regarde un peu le code, donc là, en fait, j'ai mon élément H2 majeur. Et j'en ai qu'un seul. J'ai pas les deux. J'ai H1 et puis j'ai H2. Et si je change ensuite, hop, on repasse sur l'autre. Et ça, c'est quand vous voyez que ça passe en violet, c'est que c'est réactualisé par Vue.js, ok, ici. Et voilà. Et donc ça, c'est aussi la puissance de Vue.js là-dessus. Voilà. Je vous invite, si vous voulez, si vous avez des questions un peu sur Vue et tout, n'hésitez pas à me les poser dans le chat après la vidéo. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, moi je peux vous répondre à tout pas mal dessus. Euh, je vous mettrai quelques liens de vidéos dans le chat de Discord aussi, sur le salon atelier, concernant des bonnes formations que vous pouvez trouver sur Udemy ou sur YouTube. Et, et puis voilà, en soi, c'est très très compliqué de faire tout le tour pendant 1 heure. Mais je pense vous avoir montré un peu le principal. Donc on résume rapidement, hein, n'oubliez pas. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé, alors Node si on l'avait pas, ok. Ensuite, vous voyez mon écran en bas, ouais c'est bon. Ensuite, on a installé Vue.cli, ok. Ensuite, on a fait un Vue create hello world et après on a commencé à, non, on a fait un Vue create hello world, pardon. Ensuite, on a installé les dépendances avec yarn serve, pardon. Ok, je reprends. On a fait un Vue create hello world qui a créé le template et qui a lui-même installé les dépendances, pardon. Et ensuite, on a fait un yarn serve juste pour lancer notre serveur local, hein, qui nous met sur le 80-80 par défaut. Et puis, si vous en avez déjà le port 80-80 qui est occupé, bah, il passera sur le 81, et puis ainsi de suite, 82-83. Et à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez quand même commencer à développer une application web qui commence à avoir de la gueule. En termes de JavaScript pur, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser n'importe quelle librairie, n'importe quelle logique. J'aurais pu utiliser la librairie math, j'aurais pu, voilà. Là, ici, dans la partie script, vous avez uniquement accès au JavaScript. On n'a pas vu la partie props, mais vous aurez l'occasion de la voir de votre côté. Ou si ça vous plaît, je referai un truc, hein, pour poursuivre là-dessus. Et on n'a pas vu la partie style aussi, mais ça c'est juste très rapidement que, bah, par exemple, si je veux mettre mon H2 bah, en rouge, bah, je fais H2 color red. Non, il n'y a pas de point en fait. Pardon. H2 color red. J'ai coupé mon serveur. Ouais, d'accord. Je relance mon serveur vite fait. Voilà, en fait, il n'y avait plus rien. C'est pour ça que ça marche pas. Mais tu m'énerves là. Le rôle du 10. Ok, bah on en parlera. Alors là, j'ai une petite erreur. J'aimerais bien essayer de réactualiser, mais ça va me casser tout le truc là. Alors, vas-y, mets-moi F5. C'est pas ça. Bon, tant pis, je vais pas passer plus de temps dessus. Je reviendrai sur les styles pour ceux que ça intéresse.
J'ai l'impression que j'ai un peu crash mon app en la coupant et en la relançant. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre normalement. Voilà. Je vais couper mon serveur. C'est déjà fait. Ok. Et on va fermer ça. Et on va retourner sur Firebase. VIVL, c'est possible de faire en ternaire. Alors, non. Non, non, non. Le ternaire, tu vas pouvoir l'utiliser uniquement dans la partie script. Donc que tu avais sur... que tu as ici. En fait, quand tu es dans du JavaScript, voilà, tu vas pouvoir l'utiliser à l'intérieur de ces doubles moustaches, parce que ça veut dire aussi pareil, j'attends un objet JavaScript ou du JavaScript. Voilà. Mais si tu veux t'intéresser, en fait, le VIF il va te permettre de gérer des balises HTML. Contrairement au ternaire qui va te permettre de gérer vraiment une logique JavaScript. Donc si tu veux afficher ou non une balise HTML, un H2 et tout, ça peut marcher aussi avec un composant. On n'a pas trop vu comment on apporte des composants, mais dès que tu t'intéresses en fait à ce que tu as en bleu sur mon interface, mais qui correspond à des balises HTML ou des composants vus, et que tu veux les afficher ou non, tu vas t'intéresser à VIF. Et donc VIF ne peut pas s'écrire en ternaire parce que sinon, euh, euh, ça voudrait dire que tu sors un petit peu du, du truc. Bon, attends, en fait, je suis en train de réfléchir. Ce serait une mauvaise pratique, c'est sûr, mais est-ce que ça pourrait marcher? Donc toi, du coup, si tu me dis qu'on le fait en ternaire, tu feras un H17 comme ça. Et là après, ouais non mais là après t'es niqué. Là t'es niqué parce qu'en fait, tu vas en imaginant que tu veux lui dire bah dans ce cas-là tu me fais mon H2 et tout, un peu comme ce que tu comptais faire du coup, et là je fais un majeur par exemple comme ça. Et après je fais mes deux points et tout, bah en fait ça c'est une string. Et le problème que tu vas avoir et de l'autre côté ce serait mineur. En fait c'est ça que tu me demandais du coup. Mais c'est hyper intéressant hein, comme question. Et en gros, là ce qui va se passer, je vais enlever tout ce qui est en vert pour qu'on voit mieux. Je vais même enlever tout ça. Voilà. Et là, en fait, ouais, le problème, c'est que ce qui va se passer ici, c'est que bah, pour lui, maintenant, c'est une string. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il va comprendre que c'est une balise HTML H2 et que du coup, maintenant, tu dois rendre soin à H2 là et là. Et donc, c'est pour ça que tu es obligé de passer par la méthode VIF. Parce qu'en fait, tu vas garder le fait que c'est une balise H2 dans la mesure où c'est écrit dans template et tout, et que tu n'es pas passé par du JavaScript. Donc, lui, il dit, OK, on est toujours avec un élément d'HTML. Et c'est à l'intérieur de ça que tu dois lui passer du VIF. C'est parce que finalement, là, ça deviendrait une string et ça marcherait plus. Et si tu écris ça comme ça, tu aurais des grosses surprises aussi. Parce que finalement, lui, il va commencer à croire que c'est du JavaScript, comme on avait expliqué tout à l'heure. Et ça, il va pas aimer non plus. Même si les couleurs qu'il te met sont bonnes, je te jure que ça marchera pas. Donc voilà. Et le rôle du 10, le 10, ça fait référence à ton objet. En fait, tout ton composant, là, il existe à l'intérieur de export défaut. Voilà. Et quand j'écris une data, bah, ça me fait 10 first name, 10 last name, 10 birth year, 10 current year, et ainsi de suite. En fait. Et 10, c'est une manière en code de toujours faire référence à l'objet dans lequel on se trouve. C'est un peu comme si moi je rentrais à l'intérieur de moi et si je voulais sélectionner ma main, bah, je dirais 10.main. Tu vois. D'une certaine manière, ça permet plutôt que de repartir du tout début et de dire bah en fait Nahir est en France, Nahir est à Paris, Nahir est dans un appartement, Nahir est sur sa chaise et maintenant j'aimerais que tu me trouves sa main en imaginant que ce soit une grosse cascade. Je sais pas si ma métaphore est très claire mais tu vois un peu l'idée. Bah là tu lui dis non non, en fait on s'en fout de où tu viens et j'ai pas envie de chercher depuis le début parce que le code c'est un peu ça, hein, c'est en permanence repartir de la base. C'est là maintenant fais-moi référence à la main de Nahir mais comme je suis déjà dans Nahir, fais-moi référence à 10 points la main. Bah là c'est un peu la même chose. Ouais, j'enverrai des liens carrément. On fera un truc comme ça. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas du tout le JavaScript, je vous donne un lien tout de suite. Euh, je vous donne un lien tout de suite qui est génial. C'est des gars que je connais bien. Ça s'appelle Silent Teacher. Donc vous allez sur, je vous le mets tout de suite ici là. Hop.
Vous lancez le truc, vous appuyez sur le prof, et là on vous demande, en fait on vous pose des questions, et il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, c'est juste qu'à chaque fois que vous vous trompez sur une question, et vous devez vous tromper, et vous allez vous tromper, mais c'est le but de la méthode d'apprentissage, elle est basée comme ça. Donc 4 plus 2, bon, ça fait 6, ok très bien, mais j'aurais pu me planter, et puis je mets 5 parce que je sais pas, le point virgule voilà, me fait paniquer. Donc là il me dit non, ça fait 6, ok. Et donc là je passe à 4 plus 4, ok, bon alors ça fait 8. 3 plus 5, ok, ça fait 8. Et là, on passe à une nouvelle étape. C'est-à-dire que quand il a compris que j'avais capté, on passe à une nouvelle étape. Attention, il va pas vous faire des trucs de... Ça, c'est vraiment les deux trois premières questions pour voir à la limite si ton clavier fonctionne bien. Ok. Après, pour quelqu'un qui a jamais fait de code, 2 étoiles 2, ça peut ne pas parler non plus, tu vois. Donc, je vais mettre 22. Bon, ça marche pas. Il me dit ça fait 4. Ah là, je commence à me dire, en fait, l'étoile, c'est peut-être un fois. Donc, du coup, 3 fois 2, ok, donc ça fait 6 en fait. Et ainsi de suite. Et vous allez arriver très très deep dans du JavaScript. En fait, au bout d'un moment, il vous fait faire juste des trucs basiques, quoi. Hop, là, il a vu que j'avais donné des bonnes réponses, il réfléchit, et là, il me fait passer au niveau d'après. Et là, il me commence à m'introduire sur les variables et tout. Allez sur cette plateforme, c'est génial, c'est des Français qui l'ont fait, et c'est vraiment cool pour démarrer avec le JavaScript quand on ne connaît pas du tout. Alors, Firebase. Je vais devoir me faire un petit setup et tout et me connecter sur un compte. Je vous propose qu'on fasse 5 minutes de pause, le temps que je le fasse, parce que je dois taper des identifiants, des trucs et tout, et j'ai pas envie de montrer ça pendant le live. Donc voilà, ceux qui ont envie d'aller faire une petite pause pipi, de prendre un verre d'eau, un truc, et bah c'est le moment, et on se retrouve dans 5 minutes, et il nous restera du coup une grosse demi-heure pour Firebase, et on pourra déborder peut-être un peu. Non, quoi que je pourrais pas. Mais bon, il nous restera une grosse demi-heure pour Firebase, qui est quand même pas mal pour découvrir en tout cas. Encore une fois, hein, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est de vous faire découvrir les technos. Et voilà, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Je vous mets sur le petit écran